Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief. Il aura fallu 3 mois à Staffan de Mistura pour organiser sa première visite dans la région maghrébine après sa nomination par le secrétaire général de l'ONU comme son envoyé personnel. Le diplomate italien a commencé sa tournée à Rabat avant d'aller à Tindouf, Nouakchott et enfin Alger. Une tournée qui s'annonçait difficile en raison de la position algérienne de refus de la résolution 2602. Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a rappelé les fondamentaux du Maroc, en l'occurrence, rien d'autre que l'autonomie et l'ONU comme seul cadre international. Algérie et Polisario ont la même position que toujours, l'indépendance et rien que l'indépendance, bien que cette option ne soit ni réalisable, ni durable, ni porteuse de bonne foi ou d'esprit de compromis, comme le préconise la résolution de l'ONU à laquelle aucun pays ne s'est opposé au sein du Conseil de sécurité. Que pourra-t-il donc bien se passer maintenant quand l'envoyé spécial retournera à New York pour un premier bilan? Nous en parlerons avec nos invités. En seconde partie, nous reviendrons sur le bilan des 100 premiers jours du gouvernement Arnouch, entre les engagements des politiques générales et les débuts de réalisation, les décisions impopulaires et les contraintes de la gestion publique et aussi sanitaire. Le gouvernement est appelé à relancer la machine économique, à pousser l'offre et à encourager la demande, mais le tout dans un contexte national, régional et international fait de doutes et d'incertitudes. Nous parlerons de ces deux sujets avec nos invités. Zakaria Garti, bonjour. Bonjour Aziz Bousta. Vous êtes acteur associatif et aussi président du mouvement Ma'an. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour votre invitation, Sir Aziz. Hicham Hamadi, bonjour. Bonjour, Sir Aziz. Vous êtes acteur associatif, analyste politique et vice-président de l'ASMEX. Merci à vous deux d'avoir répondu à notre invitation. Alors, on commence par le premier thème, la tournée de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans la région maghrébine. C'est donc sa première tournée qui est organisée et menée dans une région qui est une région, comme on le sait, à grande conflictualité. Contrairement au contexte plus apaisé, tout étant relatif, bien entendu, contexte apaisé qui était celui du temps de Horst Köhler, le prédécesseur de Mistura, cette fois les positions sont plus campées. Alors, Zakaria Garti, on commence avec vous sur un retour sur le contexte global dans la région, comment ça se passe, les évolutions militaires, politiques, géopolitiques. Bonjour, d'abord merci encore une fois pour votre invitation et mes amitiés à Hicham Hamadi. Le contexte diplomatique et géopolitique dans la région est compliqué. D'abord, le Maroc a entamé depuis quelques années une diversification de ses partenariats stratégiques et géopolitiques, ce qui lui a donné, disons, une marge de manœuvre plus importante sur le plan géopolitique. Nous avons vu que le Maroc a compris que nous vivons plus dans un monde bipolaire, ou plutôt on est dans une multipolarisation avec des acteurs importants qui reviennent, la Chine, la Russie, la Turquie et d'autres. Et donc le Maroc multiplie les partenariats avec les uns et les autres. Début janvier, le ministre Nasser Bourita a signé, disons, un mémorandum d'entente sur la mise en œuvre de l'initiative chinoise. Le Maroc a aussi eu de nombreuses rencontres avec plusieurs pays de l'Europe centrale et l'Europe de l'Est, les V4, que nous appelons les V4. La République tchèque, la Pologne, etc. Donc le Maroc diversifie ses relations géopolitiques et c'est un atout important, c'est un changement majeur dans la région. Le Maroc aussi renforce ses relations avec les États-Unis, notamment depuis la reconnaissance de la marocanité du Sahara par le président Donald Trump. Du coup, on peut dire que la situation géopolitique pour le Maroc et, disons, à la diversification des partenariats stratégiques. Vous avez évoqué tout à l'heure la première visite du diplomate italo-suédois Staffan de Mistura pour la région, qui intervient 3 mois après sa nomination, mais vous savez, son prédécesseur, que vous avez rappelé, que vous avez cité, Horst Köhler, a démissionné déjà en 2019. Donc on a vécu 2 ans, disons, un peu de blocage, si je peux me permettre cette expression. Et aujourd'hui, nous avons un nouvel envoyé qui arrive, mais avec pas mal de changements, puisque entre 2019 et aujourd'hui, beaucoup de choses se sont passées. Le Maroc a gagné des très grandes batailles. Peut-être la plus importante était la sécurisation
de El Guergueret par le Maroc Mhm. en 2020. Donc, il a imprimé un changement important dans le sable et cette nouvelle donne est là et tout le monde devrait faire avec. Alors, merci Zakaria. Donc, on en arrive à Stéphane de Mistura, Hicham Hamadi, qui est nommé donc en octobre, juste avant le vote de la résolution 2602, qui repose le cadre, comme chaque année depuis 30 ans. Il y a un cadre nouveau qui est posé, même si les résolutions se ressemblent. Mais cette résolution 2602, on a entendu Zakaria Garti, donc il y a des évolutions qui sont énormes. Que dit, en gros, un retour sur la résolution 2602 qui a été votée donc fin octobre, avec le vote unanime, moins 2 abstentions. Que dit cette résolution 2602 et dans quelle mesure on peut la remettre dans le contexte changeant qui est celui de la région maghrébine et de la région sahélo-saharienne d'une manière générale, et peut-être même méditerranéenne en élargissant? Globalement, un soutien, on va dire, pragmatique, neutre et direct de la politique marocaine, de la volonté marocaine. Globalement, c'est très positif. Un soutien des démarche, un soutien de méthodologie, et un soutien, on va dire, par les puissances. Comme tu l'as bien dit, elle a été presque votée à l'unanimité par 2 abstentions, donc globalement une adhésion. Un soutien actif de Paris, donc une neutralité active de la part de Paris. Et puis après, une personne qui prend on va dire, la mission et qui commence par faire une tournée pour tâter le terrain, voir de plus près ce qui se passe, visiter, toucher directement, avoir des sensations du terrain et puis après exécuter, on va dire, la mission qui lui est attribuée, notamment l'organisation des tables rondes, mettre l'ensemble des parties prenantes pour pouvoir arriver à une solution, on va dire, concertée. En tout cas, le Maroc est toujours respectueux de l'organisation onusienne, du moment qu'elle respecte, on va dire, qu'elle adhère à un certain nombre de choses par rapport à sa souveraineté, par rapport à son choix stratégique. Le Maroc, comme disait si bien Zakaria, continue d'investir dans son Sahara. Le Maroc, dans son Sahara, continue d'investir. Sécurisation effectivement de Guergueret, des investissements costauds au niveau du Sahara avec des partenaires de taille et on va dire une orientation économique forte pour pouvoir démontrer que ce n'est pas qu'une question politique, c'est une question plus globale dans laquelle le Maroc réfléchit à l'inclusion de la zone, réfléchit à rendre la zone comme étant un hub vers l'Afrique subsaharienne et à partager la richesse avec les populations, on va dire, du Sud, parce que ce qui nous est reproché, globalement, c'est qu'il y a une concentration au nord et plutôt rien qu'il n'y a pas de partage en bas, c'est pas vrai. Il y a des investissements avec des ports, avec de l'éolien, avec de l'énergie solaire, avec des zones industrielles, avec au niveau de la santé, au niveau de l'éducation. Donc, une vraie volonté, une construction forte qui se passe là-bas. Et puis après, un corps consulaire qui s'élargit, donc l'adhésion de l'ensemble des pays de l'Afrique subsaharienne. Globalement, on rentre dans un processus qui est à peu près formel et normal avec l'ONU. Et l'idée est qu'on puisse faire changer de position au camp en face, notamment Polisario Algérie. C'est très compliqué à ce que ça se passe parce que même après la visite de Mistura, beaucoup d'annonces se sont faites sur, on va dire, des positions indéfectibles et non changeables de restaurer la pseudo-rase et puis après la question du référendum. Donc, des positions politiques qui ne sont pas claires, qui ne sont pas réalistes sur le terrain parce que la réalité du terrain est autre et surtout, comme disait Zakaria, avec l'arrivée de la reconnaissance de la plus grande... Excusez, c'est les séquelles du Covid. Hein. Et ce que je disais avec la reconnaissance des États-Unis, la reconnaissance du Sahara, donc qui n'est pas des moindres, et certainement d'autres puissances vont suivre. Ce n'est qu'une question, on va dire, d'opportunité politique et économique. Donc globalement, une mission attribuée de Mistura par rapport à une feuille de route
qui est globalement positif pour nous, qui est globalement pragmatique et qui suit, on va dire, le choix raisonnable pour la région. Il n'est pas question de déstabiliser la région plus que ce qu'elle est. Hein. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe au niveau du Mali, quelque chose qui n'a aucun sens. Alors, je ne l'ai pas dit, mais bon, c'est évident. Vous intervenez tous les deux par Skype. Je suis donc seul ici dans le studio, sur le plateau. Mais si vous avez envie d'interagir, vous interréagissez. Voilà. Alors là, pour revenir à cette résolution 2602, elle dit réalisable, durable, porteuse de bonne foi, esprit de compromis, etc., etc. Et on revient sur cette question de la table ronde. Donc c'était le format qui avait été retenu à l'époque de Horst Köhler, Zakaria Garci. Il y a eu 2 tables rondes, et puis il y a eu interruption, et puis il y a eu 2019, et puis il y a eu tous les événements qui sont passés entre-temps. Dans la résolution 2602, on rappelle que c'est sur le même format, c'est-à-dire le format de la table ronde. On sait que les Marocains disent qu'ils discutent pas s'il n'y a pas les Algériens, que les Algériens disent qu'ils ne veulent pas discuter. Alors, qu'est-ce qu'ont dit les Marocains et les Algériens à l'envoyé spécial à Staffan de Mistura, Zakaria? Oui, bon, d'abord, les Marocains ont rappelé et rappellent depuis quelques années qu'il n'y aura pas de dialogue, de discussion en dehors de l'initiative d'autonomie proposée par le Maroc en 2007, qui s'inscrit dans le cadre de la régionalisation avancée. Donc, disons l'acronyme du MINORSO, hein, c'est-à-dire la mission onusienne pour l'organisation du référendum dans le Sahara occidental, hein, comme le dit l'ONU, n'est plus d'actualité. Donc tout le monde doit faire avec cette nouvelle donne, c'est-à-dire on délimite le champ d'action et de dialogue à l'intérieur de l'initiative marocaine pour l'autonomie et l'autonomie du Sahara dans le cadre de la régionalisation avancée. Donc c'est important de le dire et de le redire, et c'est important aussi que M. Staffan de Mistura connaisse cette nouvelle donne. D'abord ça. Deuxièmement, bon, la visite a eu lieu. Elle a eu lieu, je pense, entre le 12 et le 19 janvier, comme vous avez dit. L'envoyé onusien a visité ou s'est rendu au Maroc, en Mauritanie et en Algérie, hein, et notamment aussi dans les camps de Tindouf. Les Marocains ont réitéré la position très ferme sur le plan d'autonomie qui est la position officielle marocaine, mais aussi ont insisté, comme le dit la résolution 2602, sur les tables rondes. Et ces tables rondes qui doivent regrouper à la fois les Marocains et les Algériens, puisque le Maroc considère à juste titre que le Polisario est sous perfusion algérienne. Donc autant discuter avec le principal protagoniste qui est l'Algérie. Ce que les Algériens refusent, ils l'ont réitéré lors de la visite de l'envoyé onusien qui a eu lieu, comme j'ai dit, il y a quelques jours. Donc au retour à New York, très certainement, l'envoyé de Mistura va faire un compte rendu de sa visite. Maintenant, les plus grandes puissances mondiales, et notamment celles qui siègent dans le Conseil de sécurité, savent qu'on ne pourra rien faire sans le Maroc, que le Maroc est indispensable dans la région et que le plan d'autonomie proposé par le Maroc est le plus sérieux, le plus crédible. Donc, tôt ou tard, les Algériens devront faire en fonction de cette donne. En attendant, comme disait Hicham, des choses se passent sur le terrain, on the ground. C'est-à-dire que le plan de développement des provinces du Sud continue, des infrastructures, des infrastructures, des projets importants. Nous avons vu la route Tiznit-Dakhla qui est en phase finale. Et puis, au-delà de ça, le Maroc aussi, les avancées démocratiques que nous avons dans le pays concernent aussi les territoires du Sud. Et quand vous avez parlé, c'est Hicham Hamadi tout à l'heure, des richesses qui profitent aussi aux habitants locaux dans les provinces du Sud, vous avez tout à fait raison. Vous venez d'évoquer
l'argument important qui a été élaboré par le Maroc lors de ses négociations sur les accords agricoles avec l'Union européenne. Les deux arguments étaient simples. Le premier étant que les habitants qui habitent dans les provinces du Sud participent au processus électoral et qu'il y a une représentation démocratique, qu'ils participent à la représentation démocratique du pays. Et la deuxième chose, c'est que les ressources du Sud profitent à tous les Marocains, y compris ceux qui habitent dans le sud du Maroc. Ce qui n'est pas du tout le cas pour les séparatistes du Polisario, puisque jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu d'élection dans les camps de Tindouf et on ne peut pas dire en aucun cas que le Polisario représente quiconque. Donc le Maroc, il y a bien sûr le travail de l'ONU, il y a les résolutions de l'ONU, il y a le travail de l'envoyé spécial, mais moi je m'intéresse encore plus à ce qui se fait sur le terrain et le Maroc prend de l'avance sur tout le monde depuis quelques années. Alors, quand vous dites que le Maroc est indispensable pour la sécurité de la région, ça a été dit dernièrement dans le communiqué du ministère allemand des Affaires étrangères, que le Maroc est une pièce, c'est un élément incontournable dans la stabilité et la sécurité dans la région. En venant de Libye et en allant jusqu'à l'Atlantique, le Maroc donc fait son travail. Alors comment relier cette visite de Staffan de Mistura, Hicham Hamadi, aux dernières évolutions qui, avec les Allemands d'un côté, c'était il y a un mois, en décembre, et il y a quelques jours en Espagne, quand le roi Felipe a dit qu'il fallait bâtir des nouvelles relations, des relations du XXIe siècle, sur de nouveaux piliers, de nouveaux fondements, sur la base de la considération et du respect, reprenant pratiquement les mêmes mots que le roi Mohamed VI du 20 août 2021. Alors, comment relier est-ce qu'il y a une liaison à faire, sachant que Stéphane de Mistura voyageait dans un avion espagnol? Oui, il y a un lien, quelque part. Exact. L'Allemagne est profondément rattachée au processus onusien. Elle n'a jamais été, elle observe une neutralité plutôt passive, dans laquelle elle mélange entre autodétermination et puis après une solution politique. Mais elle est fondamentalement rattachée au processus onusien. Du moment que ce processus a repris de plus belle avec quelqu'un qui a une mission et qui arrive et qui fait le tour, donc elle n'a aucun intérêt et elle n'a plus aucune raison, qu'il y ait ceux qui prouvent. Alors ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il y avait quelque chose qui est rattaché à la Libye. Le Maroc avait entamé énormément de démarches politiques actives pour être, on va dire, accompagner la stabilisation, la sécurisation de la Libye de telle manière qu'elle passe dans un processus politique normal et standard, avec l'accord d'Ostrérat, avec la réception de l'ensemble des parties prenantes et tout. Et il y avait quelque chose qui s'est passé en Allemagne qui a fait que Maroc n'était pas, on va dire, content parce que il a été, entre parenthèses, exclu d'une étape. Alors que, quand bien même, on voit que récemment, il y a déjà un début il y avait une date qui a été arrêtée pour les élections, même si elle a été reportée et qu'à une date ultérieure. Mais en tout cas, le processus est là. La commission a vu le jour, la commission de candidature, le Parlement parle d'élections présidentielles. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est installé. Donc, le Maroc a pu mettre une marque, a pu organiser les choses et faire en sorte à ce qu'il y ait quelque chose qui se met en marche. Et donc, d'où son impact en termes, on va dire, politiques, structurants, et puis après sur l'aspect sécuritaire, l'aspect, on va dire, sécurisation des frontières. Il n'y a qu'à voir la gestion de la migration et puis après la stabilité de la région. Donc globalement, le Maroc joue un rôle assez fondamental pour la stabilité de la région. Donc, globalement, l'Allemagne, au vu de tout cela, n'a aucun intérêt à continuer et à avoir toujours ce quiproquo qui est gratuit globalement, qui n'apporte pas, qui apporte très peu en termes ni économiques ni politiques. Donc, et elle a commencé à changer de position en réaffirmant sa position initiale, qui est nous sommes rattachés à la gestion de ce sujet au niveau de l'ONU, avec, on va dire, les instances qui sont reconnues. Donc, globalement, elle revient sur ce qu'elle était, sur son ancienne position, mais elle tend la main pour qu'il y ait une normalisation des relations. Je pense que c'est quelque chose qui arrivera dans les jours qui viennent. Ce n'est pas comme l'Espagne, enfin, en allant sur l'Espagne, parce que l'Espagne, c'est plus un quiproquo qui
qui est plus profond, hein, une réception d'un réfugié, Brahim Rali, et puis après, énormément de problématiques par rapport à le plan de sécurité de Ceuta et Melilla, par rapport à le fait que le Maroc avait demandé à CNRO de passer par le Portugal. En fait, il y a un différend qui est plus profond. Et le Maroc a tapé sur la table en disant, à partir d'aujourd'hui, nos partenaires devraient avoir une position claire par rapport à nos intérêts. Il n'est plus question d'avoir des amalgames. Donc, l'Espagne a plus intérêt à clarifier sa position. Alors que l'Allemagne, sa position est très claire. Hein. Elle a toujours été inscrite dans le processus de l'ONU. Le processus de l'ONU, globalement, il est très positif par rapport à notre position. Il encourage, comme tu l'as si bien noté, des solutions politiques réalisables, raisonnables et sur le terrain, opérationnelles sur le terrain. Ce n'est pas une question d'indépendance, ce n'est pas une question de référendum, c'est une question de négociation politique avec des gens qui sont, entre parenthèses, séparatistes. Donc, et si l'Allemagne se rattache et s'arrime à ce wagon, c'est que globalement, ça nous intéresse. Donc, c'est quelque chose qui va se dénouer rapidement. Et il y a eu, on va dire, un petit réchauffement qui s'est passé de part et d'autre, et ça arrive. Sur l'Espagne, c'est un peu plus profond. Ça risque de durer encore un peu. Avec Madrid, c'est un peu plus complexe, comme je disais. Mais surtout avec les déclarations qui étaient fortes. On se rappelle de l'ex-ministère des Affaires étrangères, la réception du refus de Brahim Rali, et puis après l'ensemble des quoi qui ont tourné autour de cela, à raison humanitaire, pas raison humanitaire. Donc globalement, c'est plus. Elle n'est plus là. Hein. Comment? Elle n'est plus là, elle est partie, madame. Oui, il y a des changements. C'est ce qui fait que, de toutes les manières, nos relations avec nos voisins devraient s'apaiser. Maintenant, il va falloir que chacun joue son rôle, clarifie clarifie ce qu'il attend, clarifie sa position, clarifie, on va dire, en termes de négociation, parce que n'oublions pas que l'Espagne a essayé de porter Ceuta et Melilla comme étant des frontières européennes, chose qui est, on va dire, un précédent. Je crois qu'ils ont compris maintenant. Je crois que les Européens ont compris. Les Européens, au-delà des Espagnols, je pense que les Européens ont compris qu'entre l'Espagne et le Maroc, c'est du bilatéral qui remonte à il y a des centaines d'années, et que donc il y a des cas qui peuvent se poser, des litiges qui peuvent se poser, des brouilles qui peuvent se poser, naître, et qu'on ne va pas mettre tout le temps sur le plan européen. Alors, bon, vous avez fait le tour de la question tous les deux. Maintenant, question très courte, je commence à vous deux, je commence par vous, à Zakaria Garci. Quel sort vous préconisez pour cette visite de Mistura, sachant que Horst-Köhler avait jeté l'éponge pour raisons personnelles ça peut tout dire et rien dire. Quel sort vous voyez pour cette mission? Bon, très honnêtement, la mission, elle est compliquée. Elle commence quand même dans un contexte de relations extrêmement tendues entre le Maroc et l'Algérie. Jamais les relations maroco-algériennes étaient aussi mauvaises et aussi tendues depuis, je pense, des décennies. Depuis 1976. Exactement. Il y a aujourd'hui une élite politique, ou je dirais une élite militaire algérienne qui est extrêmement hostile au Maroc. Il y a même le retour de l'ancienne garde des années 90 qui est connue pour ses positions très hostiles au Maroc. En plus, les Algériens ont été très remontés par les victoires diplomatiques et les victoires sur le terrain que le Maroc a réalisées ces 2 dernières années, notamment la sécurisation de l'Guergueret, que personne n'a vu venir, hein, y compris les Algériens. Donc voilà, c'est une situation tendue. Cette visite s'inscrit dans un moment compliqué. L'envoyé onusien, qui est un diplomate de carrière, aura besoin de pas mal de temps pour bien connaître les subtilités de la région. Donc je pense que c'est une visite d'initiation qui, à mon avis, ne va pas déboucher sur des changements très importants sur le terrain, mais qu'il va comprendre que les Marocains et les Algériens, chacun compte sur sa position. Le Maroc est ouvert au dialogue, mais
avec les Algériens et pas avec le Polisario. Mais j'aimerais bien revenir une dizaine de secondes sur les relations avec l'Europe. Moi, je pense que je mettrai les différends avec l'Europe sur le compte de la, si on peut dire cette expression, sur le compte de la tectonique géostratégique. Les Européens vivent mal la volonté marocaine de diversifier ses partenaires. Il y a chez certains pays européens un sentiment de tutelle, disons, sur le Maroc. Exactement, et nous ne voudrons en aucun cas voir le Maroc voler de ses propres ailes et multiplier les partenariats avec des pays lointains comme la Chine et même des pays au sein de l'Europe. La visite et la rencontre de Bourita avec les pays du V4 est un tournant. Imaginons, nous multiplions les relations et les partenariats économiques avec ces pays-là, qui sont extrêmement pragmatiques et qui aussi n'ont pas cet attachement, disons, sentimental à la question du Sahara, comme c'est le cas pour l'Espagne. Eh bien, un de ces 4 pays qui sont membres de plein droit de l'Union européenne reconnaissent un jour la marocanité du Sahara. Il y a aussi bien les pays du groupe de Visegrad que vous avez cité tout à l'heure, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie et la Pologne, qui sont en train d'approfondir les relations avec le Maroc. De l'autre côté, il y a les Britanniques avec le Brexit, donc qui sont en train d'approfondir. Donc finalement, les Européens, effectivement, peuvent mal vivre. Je voudrais avoir aussi l'avis de Hicham Hamadi sur cette question de la visite de Mistura, mais comme le temps file et qu'il ne pardonne pas, là, on est à la pause et on se retrouve dans quelques secondes. C'est parti pour la seconde partie du débrief consacré cette semaine à 2 thèmes. La première, c'est la visite de Staffan de Mistura, l'envoyé spécial du secrétaire personnel du secrétaire général de l'ONU dans la région maghrébine, au Sahara. Et la deuxième partie sera consacrée donc aux 100 jours du gouvernement Akhnouch. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, marhaba, nous en parlons avec Zakaria Garti, président du mouvement Ma'an, et avec Hicham Hamadi, vice-président de l'ASMEX, l'Association marocaine des exportateurs. Juste avant la pause, Hicham Hamadi, je vous ai dit que je voulais avoir votre avis aussi sur le sort que vous voyez, que vous entrevoyez pour cette mission de Staffan de Mistura. Pour Zakaria Garti, c'est une visite d'initiation, enfin de connaissance, de prise de connaissance du terrain, sachant que, on ne l'a pas dit tout à l'heure, Staffan de Mistura a été envoyé personnel plusieurs fois dans des pays musulmans, que ce soit en Syrie, que ce soit en Irak, que ce soit en Afghanistan. Il a une bonne connaissance des pays musulmans, peut-être pas de la région maghrébine. Mais je vous laisse répondre. Pour dire les choses telles que je les sens, globalement, c'est un formalisme à suivre, mais qui apporterait très très peu à la résolution de ce problème, parce que pour nous, il est résolu. Pour nous, il est clos du moment qu'on est dans notre pays, qu'on est dans notre Sahara et qu'on est en train d'investir et qu'on en fera un pan, un hub vers l'Afrique et que voilà, les choses avancent. Donc que ça avance avec nos voisins, c'est très bien. Ça apaise les relations, c'est très bien. Mais si ça ne donne pas, en toute sincérité, ça n'apporterait pas grand-chose parce que on a 4 parties, le Maroc, la Mauritanie, la pseudo-Razde et l'Algérie. Mauritanie, entre parenthèses, très compliquée parce qu'elle a des frontières et qu'elle doit gérer la sécurisation de ses frontières. Est-ce qu'elle a les moyens? Est-ce qu'elle a la volonté? Est-ce que très compliqué, sachant qu'elle vit énormément avec les échanges avec le Maroc. L'Algérie, c'est pas prêt de changer, hein, c'est une question dogmatique chez eux, c'est pas une question pragmatique. C'est une question dogmatique qui dépendra des gens au pouvoir qui, soit ils vont voir les choses d'une manière pragmatique, rationnelle, et surtout pour la région d'une manière globale, soit on va continuer à discuter avec des gens. Enfin, vous ne pouvez pas changer quelqu'un qui a c'est un dogme pour lui, c'est quelque chose qui ne peut pas bouger. Donc globalement, il fera la visite, il prendra l'attention, il comprendra, il essaiera de rapprocher les avis. Enfin, il y aura les tables rondes, in fine, je pense que l'ensemble des partis vont y participer, même si l'Algérie n'aime pas les tables rondes. Enfin, je ne sais pas pourquoi, mais il faut que ce soit des tables carrées peut-être. Et ça ne changera pas grand-chose. Donc globalement, toute la mission sera, à mon sens, un formalisme à suivre, tel que l'ensemble des formalismes,
Le Maroc a intérêt à accélérer la construction de son sud, l'avancement au niveau on va dire, de tous les processus démocratiques, à savoir la régionalisation avancée, et puis après la sécurisation de nos frontières et on va dire faire Et on trace. émerger cette région, faire on trace, comme on dit. Alors, allô? Oui, je vous entends. Faire en sorte à ce que le Sahara devienne un vrai hub vers les pays de l'Afrique subsaharienne. N'oublions pas que nous avons le méga projet avec le Nigeria de gazoduc. Donc, il y a énormément de choses qui se passent. Donc, que de Mistura arrive à faire rapprocher les avis, ok, pourquoi pas. Mais je ne miserai pas là-dessus. Le Maroc a misé sur la reconnaissance par les plus grandes puissances. Je pense que Londres ne tardera pas à le faire, surtout qu'elle a investi quelques milliards dans le Sahara, qu'il y a le projet X-Link qui arrive. Quelques, vous voulez dire plusieurs? C'est pas quelques, c'est plusieurs. Rien que depuis 2015, c'est 70 milliards, 77 milliards de dirhams. Exactement. Enfin, quelques de Londres seul. Et puis après, quelques d'autres aussi. Et puis des consulats. Donc non, globalement, franchement, on s'inscrit dans la démarche onusienne sans pour autant attendre qu'elle apporterait, on va dire, un tournant. Alors vous avez eu... Le tournant a été fait par le Maroc. Vous avez eu une préscience sur la question qui arrive, qui est la dernière sur ce thème, donc vous y avez répondu, et c'était qu'est-ce que, d'après vous, quelles seraient les prochaines étapes? Vous les avez décrites, c'est-à-dire vous n'y croyez pas trop, il y aura des tables rondes, mais vous n'y croyez pas trop, mais le Maroc va continuer son chemin. Alors donc, je vous pose cette question à Zakaria Garti, la prochaine étape, selon vous, il y aura ces tables rondes, il n'y aura pas ces tables rondes? Dans le cas où il n'y a pas les tables rondes, ça veut dire qu'il y a eu un refus algérien, et là, comment va réagir le Conseil de sécurité parce qu'il n'aime pas trop qu'on lui dise non quand il y a une résolution? Donc, comment ça se passera en quelques minutes, s'il vous plaît? Comme ça, on passe au deuxième thème du gouvernement Akhnouch. Bon, très rapidement, je pense que ce soit vous aussi, Hicham, vous avez répondu à votre propre question. Je pense que le Maroc continue son chemin, le Maroc trace son chemin. Bon, bien sûr, j'ai beaucoup de respect pour l'ONU et pour le processus et pour la mission qui est celle de Stéphane de Mistura. Mais moi, je crois plus à ce qui se passe sur le terrain actuellement. Et pour moi, la résolution définitive de ce conflit qui n'a que trop duré se fait au Maroc et par les Marocains, en continuant le développement économique des provinces du Sud, en continuant aussi le processus démocratique en le renforçant. Nous avons besoin d'une participation politique encore plus importante dans les régions du Sud. Cette participation politique, elle est déjà importante, mais vous demandez à ce qu'elle le soit plus. Oui. Elle est déjà la plus importante si on compare les 12 différentes régions. Elle devrait continuer à être plus importante. On devrait militer pour avoir des élites politiques encore plus crédibles et encore en représentant mieux la population locale. Pour moi, le changement et le salut viendra de cela. Et puis, plus le Maroc s'enrichit, plus le Maroc se développe, plus il pèse plus lourd dans les discussions internationales. Merci. On attendra donc qu'ils comprennent, qu'ils aillent faire un tour au Sahara pour voir un peu comment ça se passe et comment ça se passe ailleurs. Donc, on va passer au second thème qui est celui des 100 jours du gouvernement Akhnouch. Donc, il y a eu le lancement d'Aourache, il y a eu la mise en place d'une nouvelle approche dans l'éducation. Les investissements vont, selon la loi de finances, pleuvoir par milliards, mais il reste la question de savoir quand et comment. La pandémie, cependant, est toujours là. Les décisions sont prudentes et parfois impopulaire. Alors, je commence donc par une question à vous poser à vous deux. Je commence par vous, Hicham Emadi, si vous le voulez bien. Donc, c'est peut-être encore trop tôt pour juger, mais il y a une tradition universelle qui veut qu'au bout de 100 jours, on a déjà une idée de ce qui se passe. Alors, on peut dresser un premier bilan. Quel est ce bilan d'après vous? 100 jours de gouvernement Akhnouch. Je vais être très sceptique par rapport à ce bilan. Effectivement, les 100 jours sont révélateurs du temps, du rythme et de votre ambition. Donc les 100 jours traduisent avec quelle cadence vous allez y aller et qu'est-ce que vous ciblez et puis après, quelle dynamique vous allez apporter pour être très, très terre à terre. Globalement, on a vu une confirmation des intentions qui se sont faites avant les élections. Donc, on est resté sur les mêmes choses qui se répétaient. Et puis après,
Ma lecture à moi, c'est qu'on est passé de ce stade à un stade de nommer un certain nombre de projets, de leur donner un cachet marketing, un cachet qui soit lisible par la population, enfin, vous l'avez ici bien dit, Aurache et compagnie. Quelques avancées réelles se sont faites, notamment sur l'éducation, effectivement, avec un ministre dynamique qui a cassé on va dire, les a priori et il est allé d'une manière assez frontale pour dire voici les problèmes et on va les résoudre. Un tout petit peu sur la santé, globalement, enfin, on est resté avec la prudence et puis après, avec une maîtrise du système, en mettant à jour les choses, en ayant on va dire, la même démarche que l'année dernière. Et puis après, sur le reste, des projets d'investissement dans les détails ne sont pas partagés, ni en termes de contenu, ni en contenant, ni en termes d'agenda. Hein. Deux ou trois réunions de commission d'investissement qui ont avalisé quelques milliards, mais on n'a pas le détail. Et puis après, des annonces en termes d'emploi. Des annonces en termes d'emploi qui, à mon sens, contredisent la première annonce qui est de faire 1 million sur la mandature. Donc, globalement, pour moi, une grande déception par rapport au rythme parce que je m'attendais à un rythme plus soutenu. On a une majorité très cohérente, une majorité qui est cohérente au niveau gouvernement, au niveau des régions, au niveau des localités. Donc, globalement, une même mise sur tout le système opérationnel. Donc, il n'y a rien qui bloque une avancée, il n'y a rien qui bloque une vision ou une action. Aussi, il y a une pandémie quand même. Il y a une pandémie quand même, non? Vous savez, la pandémie, elle est là depuis 2 ans. Je pense qu'on vit avec. Je pense qu'on vit avec. À un moment, on tire les conclusions, on comprend. À partir, je pense que les Marocains, à partir de juin, juillet de l'année dernière, ils se sont tous adaptés. Ils se sont tous adaptés. On a compris comment ça fonctionne. On a compris que, voilà, il y a des secteurs qui sont touchés. Il va falloir les soutenir. Enfin, depuis juin de l'année dernière, on parle de soutenir le tourisme. Et non pas par des comptes-gouttes en disant, écoutez, on continue de payer et de donner des subventions de salaire, mais les soutenir autrement. Donc, globalement, enfin, le monde entier passe par cela. Donc, on ne peut pas se mettre derrière cette excuse. Si on est aux commandes et qu'on a la majorité, on a le devoir d'aller plus loin et d'apporter des réponses. Et non seulement court-termistes, mais moyen terme pour les Marocains. Donc, c'est pour ça que je suis à peu près déçu. Moi. Je leur donne encore la présomption d'innocence par rapport aux intentions qui ont été annoncées. Le bénéfice du doute. Ils sont tous innocents. Exactement. On va dire le bénéfice du doute. Jusqu'à ce qu'on voit ce qui va se faire. Donc, moi, je ne comprends pas qu'on n'ait pas un rythme plus soutenu parce qu'il n'y a rien qui bloque. Je ne comprends pas pourquoi on ne part pas dans des choses d'une manière assez frontale. Là, je m'explique, la lenteur de l'administration est la même. La digitalisation de l'administration, il n'y a pas quelque chose qui est sorti d'une manière claire et lisible. L'emploi, la seule chose qui est sortie actuellement, c'est Aurache. Et Aurache, ce n'est pas de l'emploi. Il faut arrêter de nous dire que c'est de l'emploi. C'est du revenu qu'on va donner, ce n'est pas de l'emploi. L'emploi, c'est quelque chose qui crée de la valeur ajoutée. Dire qu'avec cela, on va résorber le chômage, non. Avec cela, on va effectivement permettre à des gens d'avoir un revenu minimum pour que, même sortir de la précarité, je n'ose pas le dire. Hein, peut-être qu'ils resteront dans Très bien, donc j'ai compris, vous êtes plutôt sceptique, aussi un petit peu sévère quand même. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment dire que c'est de l'emploi, mais c'est du revenu et c'est aussi de la formation. Il y a eu la loi de finances qui est sortie avec ses investissements. On peut garder le bénéfice du doute. Enfin, ça, c'est votre manière de voir les choses. Et vous, Zakaria, vous êtes aussi sceptique ou vous êtes un peu plus optimiste? Comment ça se passe pour vous? Comment vous voyez les choses après 100 jours? Bon, tout d'abord, on attendait ces 100 jours avec impatience pour assister à une des rares sorties médiatiques du chef du gouvernement, qui sur les ondes de 2M et de la RTM a dit avant-hier qu'il préférait plutôt travailler plutôt que de parler. Je m'inscris en total désaccord avec cette approche parce qu'un chef de gouvernement est un poste éminemment politique. Et la politique, c'est d'abord s'adresser aux citoyens. C'est d'abord parler avec et aux citoyens. Et donc, je pense que
la communication du gouvernement en majorité reste globalement faible, globalement hésitante. Moi, je ne parlerai pas forcément des aspects opérationnels parce que c'est encore trop tôt pour faire un bilan du gouvernement. On ne peut pas faire un bilan du gouvernement après 100 jours. Oh, une impression globale, une impression générale. L'impression, c'est que ce gouvernement manque de souffle politique. Bon, moi, je m'attarderai sur ça parce que c'est important. Le chef du gouvernement est le chef de l'exécutif, si l'on croit la Constitution, est le numéro 2 de l'État. Donc, il a un rôle important de mise en place de politiques publiques et pas uniquement d'être un coordinateur de l'action gouvernementale. Quand le chef de gouvernement, par exemple, prend la parole mercredi sur des aspects liés à la gestion de la pandémie et dit que le comité scientifique, c'est le comité scientifique qui décide de la fermeture, de l'ouverture des frontières, je trouve cela très dangereux. Ce comité a un rôle consultatif, bien entendu, mais c'est le chef de gouvernement et lui seul qui doit prendre la décision finale, parce que les Marocains ont voté pour lui, ou au moins ont voté pour son parti. Donc je m'attendais à un peu plus de clarté sur certains aspects. En fait, ce qu'il a dit avec précision, Zakaria Garti, c'est qu'il y a une commission scientifique et dans la même phrase, il y a une commission interministérielle dont les avis sont contraignants. Alors, est-ce que le don se rapporte à la commission interministérielle ou à la commission scientifique? Bon, comme vous dites, on préfère accorder le bénéfice du doute, mais la perception par beaucoup de Marocains était que c'est le comité scientifique qui prend les décisions. Après, sur d'autres aspects politiques qui sont importants et dont le gouvernement ne parle plus, le retrait du code pénal. Le code pénal est un sujet extrêmement et éminemment aussi politique. Plus personne n'en parle. Sur la cohésion gouvernementale est là. Hicham a tout à fait raison quand il dit que ce gouvernement peut être le premier gouvernement de l'histoire du Maroc qui, à la fois, domine toutes les institutions de la démocratie représentative, à savoir le gouvernement, le parlement, les régions, les grandes villes, les chambres professionnelles. On n'a jamais eu ça avant. Et donc, ce gouvernement ne peut pas se cacher derrière une quelconque décoaque ou une absence de cohésion gouvernementale. Sur les aspects opérationnels, bon, alors justement, il y a aussi de bonnes choses. Je voulais justement vous poser la question sur ça. Oui, allez-y. Excusez-moi, la généralisation de la couverture sociale qui est en marche est une excellente nouvelle. Disons, l'inscription ou le fait de permettre aux travailleurs indépendants d'être inscrits à la SNSS, c'est un changement majeur et notable. Je pense que c'est une bonne chose. Après, pour l'emploi, comme disait Hicham Hamadi, moi j'ai peur que Aourache soit le début d'une institutionnalisation du travail et de l'emploi précaire. Il faut faire très attention à cela. Bien sûr, une autre inquiétude, c'est sur le secteur du tourisme. Le secteur du tourisme extrêmement affecté par la pandémie, et ce ne sont pas les 2 milliards du gouvernement qui vont changer la donne, parce qu'il s'agit, au-delà de colmater les brèches, au-delà de soutenir un secteur sinistré, il s'agit de l'image que donne le Maroc à des opérateurs touristiques internationaux qui aujourd'hui ne font plus confiance à la destination du Maroc. Il faudra des mois, voire des années pour retrouver la confiance dans la destination touristique marocaine. Donc, en résumé, nous comprenons les efforts du gouvernement sur certains aspects comme la santé, l'éducation. C'est vrai qu'il y a une volonté du département de l'éducation d'entamer des réformes rapides et fortes, même si des fois, disons, il manque d'esprit, de consensus préalable à la mise en place de réformes difficiles et douloureuses. Mais d'un autre côté, bien sûr, le souffle politique est quasiment absent chez ce gouvernement, et cela, disons, le passionné de politique que je suis, et je suis inquiété par cela. Je vous sais passionné de politique, et donc je m'attendais à une remarque sur la politique. Maintenant, on va quand même relativiser un petit peu cette pandémie quand on voit les Français comment ils réagissent, les Espagnols, les Anglais, les Américains, les Canadiens, un peu tous les Autrichiens. Donc il y a un peu une gestion
pas erratique, mais une gestion au jour le jour de cette chose-là qui fait que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de savoir, de prévoir, alors qu'on parle déjà de sous-variants. Bon, le variant Omicron, c'est peut-être le dernier, mais là, on parle de sous-variants. Donc ça, on est un petit peu dans le flou. Je reste avec vous, Zakaria Agarty, et je voudrais là entrer un peu plus dans le détail avec vous. Vous êtes un spécialiste aussi au-delà de votre passion pour la politique, vous êtes un spécialiste de l'économie, des finances et des investissements. Alors, on dit 245 milliards de dirhams d'investissement. Alors, il y a déjà des commissions d'investissement qui se sont réunies, de gros montants qui ont été attribués. On devrait aller, la priorité, d'après vous, elle devrait aller vers comment financer ça, ou où financer ça sur les territoires, ou encore une fois les secteurs à prioriser, ou encore, vous en avez parlé à plusieurs reprises, le fameux indice ICOR, c'est-à-dire d'efficacité des investissements. Il ne s'agit pas de mettre 250 milliards comme ça, il s'agit de savoir où, quand et comment. Oui, bien entendu. Je pense qu'en termes d'investissement public et d'investissement tout court, le Maroc est un des pays, parmi les pays qui investissent le plus au monde en pourcentage de PIB. Cela avoisine à peu près 30% du PIB. Il n'y a que la Chine et certains pays asiatiques qui dépassent ce pourcentage, qui dépassent ces niveaux d'investissement en termes de pourcentage de PIB. Mais hélas, les retombées en termes de croissance ne sont pas au rendez-vous. C'est comme ça qu'on calcule l'ICOR, en fait, pour les téléspectateurs. L'ICOR, on divise le pourcentage d'investissement, les investissements en pourcentage du PIB par le taux de croissance. Et donc, au Maroc, quand on a 30% d'investissement et qu'on divise avec 3,5% de croissance en moyenne, bon, on a un chiffre ICOR qui dépasse à peu près les 8-9, quoi. C'est-à-dire qu'il va falloir investir 9% en termes de PIB pour avoir 1% de croissance. Alors que des pays tels que la Turquie ou des pays d'Asie et du Sud-Est ont des taux ICOR largement en deçà de ce niveau. Est-ce qu'il y a un débat autour de ça, Zakaria Agarty? Est-ce qu'il y a un débat autour de cet indice ICOR au Maroc? Bien sûr, les gens en parlent, les spécialistes en parlent. Nous, au sein du mouvement Ma'an, on a sorti plusieurs papiers à ce sujet-là, en dénonçant peut-être des fois une gabegie, des fois une mauvaise utilisation des données publiques. Et aussi l'absence de reddition de comptes à la fois pour le secteur public, à la fois pour le secteur privé. Parce que le secteur privé est responsable. Quand on parle aussi des investissements, on parlait par exemple des dépenses fiscales. Les dépenses fiscales, c'est-à-dire que chaque année, le gouvernement octroie des subventions ou des dépenses fiscales qui dépassent 3% du PIB aux acteurs du secteur privé. Mais sans que les acteurs du secteur privé s'engagent en termes de création d'emplois, en termes de R&D et en termes d'investissement. Donc je pense qu'il faudrait ouvrir, et ça c'est un sujet éminemment politique, il faudrait ouvrir un vrai débat sur la reddition des comptes, à la fois en matière d'investissement public, mais aussi en termes de subventions fiscales et de dépenses fiscales pour le secteur privé. Très bien. Alors ça, c'est la relance par l'offre quand on parle d'investissement. Et Hicham m'a dit, qu'en est-il de la demande? Parce que je crois qu'il y a une action à double levier, à double étage, aussi bien aussi au niveau de l'offre que de la demande. Il ne s'agit pas de produire, il s'agit aussi de consommer. Qu'est-ce qui est fait à ce niveau-là? Pour rester sur l'offre, avant d'aller sur la demande, pour rester sur l'offre, globalement, ce qu'on a, pour confirmer ce que disait Zakaria, c'est que globalement, effectivement, on a des grands taux d'investissement qui dépassent 30%. Et un des problèmes du retour sur investissement, c'est la lenteur. La lenteur, elle vient principalement de quoi? Des procédures de l'administration et de la non-numérisation, donc digitalisation du système. C'est que globalement, un projet met énormément de temps pour qu'il puisse générer un retour sur investissement. C'est ce qui ralentit notre croissance globalement. Et c'est directement lié à la digitalisation. C'est qu'on a une très faible... les gens utilisent leur laptop pour faire du traitement Excel, du traitement Word. Et ça ne participe pas dans la production. Il y a quelque chose comme 10% des entreprises qui ont un laptop, mais qui ne servent pas à augmenter la productivité de l'entreprise. Et je ne parle même pas d'administration. Donc globalement, c'est ça. Et c'est pour ça que j'affichais ma déception par rapport à des chantiers qui, à mon sens, étaient évidents à entamer dès le lancement. Alors, par rapport à l'offre, et c'est là où je vais revenir sur Aourach, il ne suffit pas de donner simplement un revenu, il faut créer, il faut faire en sorte à ce que l'entreprise
puisse générer plus de valeur. Donc, la concentration devrait, de l'appui, de la stratégie devrait se faire au niveau de l'entreprise et non pas au niveau de la subvention. Enfin, je m'explique. Par exemple, sur le tourisme, à mon sens, ce qu'il aurait dû être fait, c'est plutôt générer du bon de commande, générer du chiffre d'affaires. Mais je reviens rapidement sur Aurash, que vous semblez ne pas trop apprécier. C'est quand même 125 000 personnes relativement jeunes qui vont quand même être sorties de la précarité où les a plongés la pandémie. Et puis c'est quand même 1,250 milliard de dirhams. C'est pas rien pour la demande. Ah bah bien sûr, c'est 1,250 milliard personnes qui vont recevoir un revenu et qui vont avoir des emplois, on va dire, dans lesquels, enfin, ils vont pouvoir subvenir à leurs besoins, mais c'est pas des emplois créateurs de valeur. Je veux bien, enfin, je n'ai rien contre Aurash, c'est une bonne chose. Maintenant, en faire un pilier stratégique, non. C'est ça ce qui n'est pas normal. C'est que j'attendais beaucoup de ce gouvernement. Et surtout, c'est un gouvernement technocrate, de gens qui comprennent ce qu'est la nature de l'emploi, ce qu'est la nature du travail. Je veux qu'on donne du vrai travail aux gens. Donc, qu'on l'utilise comme étant un levier. Oui, c'est sûr que c'est important. C'est sûr que c'est important de pouvoir favoriser des populations qui n'ont pas eu accès à l'éducation, qui n'ont pas beaucoup de diplômes et qui peuvent, avec cela, générer du revenu. Mais que ça soit la pierre angulaire, que ça soit la seule annonce dont on parle actuellement, parce qu'on n'a pas d'autre sur l'aspect création d'emplois, c'est ça ce que je trouve dommage. Il fallait qu'on ait un vrai plan de création d'emplois qui est à haute valeur ajoutée et avec des chiffres similaires à ce qu'on a sur Aurash. Et là... Alors, on va attendre. Je suis désolé, mais le temps file, Hicham. On est déjà à la fin de l'émission. Apparemment, pour les 100 jours, il y a encore des choses à faire. Donc, on va attendre les 365 premiers jours. On va attendre le premier anniversaire de ce gouvernement pour voir un peu où ils en sont arrivés. Je vous remercie donc de nous avoir accompagnés dans cette émission, même par Skype. Zakaria Garti, Hicham Hamadi. Je vous remercie aussi de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Merci à tous.